vous essayez d'entretenir par des éléments dont on ne comprend rien, nous présenter un schéma qu'on connaît par cœur, enfin bref, parler de tout sauf du problème est en fait une forme d'aveu de la lutte que le Parlement en fait engage contre le lobby bancaire, et il faut bien lire une partie de Bercy visiblement, et peut-être ailleurs, sur cette fraude. Voilà, c'est pas nouveau. Ça fait depuis 7 ans que le Parlement essaie de combattre cette fraude, et par tous les moyens, chaque année on nous explique que c'est très compliqué, qu'on ne peut rien faire, faites-nous confiance, on va le faire par nous-mêmes et tout. Ce que prouve le rapporteur Husson, et ce qu'il a dit dans ses 5 heures d'audition, c'est que tous les fonctionnaires qu'il a identifiés lui ont dit que jamais vos prédécesseurs et aucun ministre ni aucun service n'a donné d'instruction pour lutter contre la fraude Cum-Cum. Il le dit noir sur blanc. Oui, c'est ce qu'il dit. Oui, c'est ce qu'il dit. Alors, si vous le découvrez aujourd'hui, c'est grave. Si vous le découvrez encore aujourd'hui, c'est grave. Parce que c'est écrit noir sur blanc dans les déclarations de verbatim du rapporteur général. Donc, soit c'est vrai, soit c'est faux. Mais il y a un moment, on ne peut pas ne jamais rien répondre sur rien et renvoyer à des éléments qui n'existent pas, avec des dates imaginaires, pour se rendre compte au bout d'une demi-heure d'audition que vous parlez d'une décision du Conseil d'État qui n'est pas en cause aujourd'hui et qui n'a aucun lien avec la décision de l'Assemblée. Donc ça fait 7 ans qu'on essaie de mettre fin à cette fraude. Enfin, moi, j'étais pas là, mais moi, je reconnais le travail des autres parlementaires à l'Assemblée et au Sénat qui essaient de le faire. Donc ça veut dire qu'en fait, depuis 7 ans, le lobby bancaire fait tout pour qu'on ne le fasse pas, que vos services, en tout cas une partie de vos services et de vos prédécesseurs étaient visiblement complices pour ne pas le faire. C'est enfin voté en CMP, d'une façon extrêmement claire, comme l'ont dit le Président et le rapporteur général, et vous l'avez dénaturé, et sans nous le dire. Parce que si le rapporteur Husson n'avait pas fait son contrôle sur pièce et sur place, on serait arrivé aux discussions budgétaires, et puis on aurait découvert que ce qu'on a voté de manière unanime l'année dernière n'aurait pas été adopté parce que vous avez décidé de ne pas le faire suivre. Et vous n'avez aucune autorité, monsieur le ministre, même si le Conseil d'État vous avait donné un avis, ce qui n'est pas le cas, même si la Fédération bancaire dit bien ce qu'elle veut, même si vos services font bien ce qu'elle veut, pour ne pas obéir au Parlement. Donc ce n'est pas une question technique et de savoir la date de machin, le papier du bidule. C'est une question du respect de la démocratie. Nous avons voté contre la fin de cette fraude. Vous avez fait une disposition qui ne respecte pas l'avis du Parlement. Et vous n'avez d'ailleurs pas répondu à la question du rapporteur général. Est-ce que oui ou non vous avez respecté ce qu'on a voté ici? Non. Et si vous ne répondez pas, c'est que vous savez que c'est faux. Merci. Moi, je vous laisse la responsabilité de votre guerre contre les banques et contre Bercy. Je pense qu'il y a des guerres plus utiles, mais chacun ses guerres. Considérer que nous n'avons pas lutté contre les Cum-Cum, alors que depuis 2017, nous avons 4,5 milliards d'euros, 4 500 millions d'euros de redressement. Je ne sais pas qui ne comprend pas, monsieur le député, mais je pense que ce chiffre et cette date sont d'une clarté limpide. Et je le redis publiquement, évidemment, il faut lutter contre cette fraude. Et j'ai évoqué tout à l'heure l'espoir que les établissements bancaires eux-mêmes, après ces redressements, ont veillé à ce que leurs collaborateurs ne s'y prêtent pas. Je pense qu'on ne peut pas être plus clair. Mais si vous ne me comprenez pas... Je vais le dire clairement. Là, ce dont on assiste et ce dont vous êtes en train de vous rendre compte en direct, c'est que vous, les services, ont été l'auteur d'une escroquerie à la fois démocratique et fiscale. Parce que la volonté du législateur, c'était de dire qu'il doit y avoir un impôt à la source qui soit retenu sur les dividendes pour empêcher le fait qu'on puisse avoir cette fraude fiscale. Cette fraude fiscale, vous reconnaissez qu'elle existe à hauteur de 4,5 milliards d'euros. Des banques vous ont demandé d'agir et vous l'avez dit, puisque vous l'avez même reconnu tout à l'heure, qu'il y avait eu beaucoup d'émois dans le secteur bancaire, que vous avez été très sollicité. La réalité, c'est que vous avez cédé aux intérêts financiers et que vous avez obéi aux demandes qui vous ont été formulées par des banques. Mais ce que vous dites est, totalement inacceptable. Il n'y a aucune escroquerie fiscale, monsieur le député, puisque, encore une fois, j'espère avoir démontré que toute fraude au Cum-Cum peut être poursuivie, identifiée, et que nous avons déjà poursuivi pour 4,5 milliards d'euros, ce qui n'est pas une petite somme, vous en conviendrez, et la possibilité de poursuivre les fraudes demeure. Donc, il n'y a pas de novation sur ce point. Vous nous avez parlé des redressements qui ont été faits. Effectivement, il y a eu une lutte contre la fraude. Et je souhaiterais savoir combien ont été recouvrés, année par année, à partir de 2017. Monsieur le ministre. Madame la députée, je suis vraiment désolé parce que j'ai l'impression que vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit. Mais alors, je vais le dire. Alors, quand vous dites que rien n'a été fait pour circonscrire cette fraude, je veux d'abord vous dire qu'une fraude, par construction, c'est quelque chose qui est contraire aux lois de la République. Donc, il n'y a pas besoin
qu'une fraude est illégale, et dès lors qu'elle est illégale, elle peut être poursuivie, ce qui était le cas, puisque... Mais pardon, madame. Chut, non, Christine, allez-y. Oui, mais d'accord. Madame, écoutez, alors, ce que je vous dis, c'est en 2017 que nous avons commencé les premiers contrôles. Donc, cette loi est utile, mais elle n'était pas indispensable. La preuve, nous avons... Madame la députée, si vous m'écoutez, parce qu'après, vous allez me dire que vous n'êtes pas d'accord, ce qui est possible, mais je préfère que vous écoutiez. Comme ça, vous ne serez vraiment pas d'accord. Nous ne laissons pas filer les milliards, madame. Vous pensez que dans la situation actuelle, on regarde tout ça comme on regarde passer les trains. Ça n'est pas exact. La formulation que j'ai décidée n'est pas favorable aux banques. Les banques n'étaient pas d'accord non plus. Et d'ailleurs, franchement, arrêtez de penser que Bercy ou ma personne soit favorable à qui que ce soit. Nous dirigeons le pays dans notre responsabilité, en équité, dans le sens de l'intérêt général, et penser que autre chose nous guide est une insulte, en tout cas que moi je ne me permettrai pas de vous... Au final, vous avez appliqué un texte de loi qui correspondait à un sous-amendement proposé par un ministre qui a été battu par l'Assemblée nationale. C'est ça qui a été adopté. Vous nous avez expliqué que vous l'avez fait parce qu'il y avait eu un avis du Conseil d'État. Vous arguez la modification sur l'avis du Conseil d'État. Je lis le résumé qu'a fait Jean-François Husson de cet article 26 bis. Le texte tire les conséquences de l'avis du Conseil d'État rendu le 27 janvier dernier, après que le gouvernement l'a saisi sur ce dispositif, et vient plusieurs précisions qui le rendent compatible avec l'avis du Conseil d'État. Autrement dit, l'avis du Conseil d'État, en réalité, le texte qui a été fait était fait de telle manière qu'il était compatible avec l'avis précédent. Et il ne contenait pas le sous-amendement. Donc au final, ce que Bercy a fait, c'est qu'il n'a pas appliqué la loi que nous avons votée. On va dire à ce qu'on voudra. Mais le petit problème là-dedans, et c'est ce qui est difficile à entendre pour le législateur, c'est que, au nom d'une efficacité, vous avez contourné sur certaines dérogations la non-application de la retenue à la source, qui avait été le sous-amendement prévoyait des dérogations qui ont été battues. Ah oui, ça a été battu. Et donc voilà. Enfin, à la fin, voilà, c'est ça que j'aimerais... non, mais à la fin, monsieur le ministre, je vous dis ce que vous avez fait. Les services de Bercy ont appliqué ce qu'ils souhaitaient voir appliqué, sauf que c'était contraire à nos débats. Donc, voilà, j'en tire la conclusion. Ne cherchez pas, c'est ce qui a été fait. Et c'est problématique pour nous d'entendre ça, parce que je me rappelle c'est une décision de l'Assemblée qui avait été prise. Et voilà. Et donc, je pense que... Mais il a été rejeté. Mais non, encore une fois, enfin, il y a un élément de la loi que le BOFIP contredit. J'admettrai que nous avons un problème. Dans ces cas-là, je serais contente que si ça se vérifie, vous allez appliquer la loi. Je pense que ça serait... Et le Conseil d'État a estimé qu'il ressort du texte même de la loi votée, à la fin, modifié par le sous-amendement du Sénat, qu'elle n'impose pas à un établissement payeur d'appliquer à titre conservatoire la retenue à la source. Monsieur le ministre, juste précision, le Conseil d'État, c'était avant le vote de la loi. Ce n'était pas après le vote de la loi. Donc c'est toute la différence, parce que le Conseil d'État a donné une interprétation par rapport à un texte qui n'était pas encore voté. Suggérer aux législateurs de boucher le trou. C'est ce qui a été fait par l'amendement Husson. Oui. Oui. Oui, mais le texte antérieur du BOFIP. Pas celui qui est sorti là il y a 2 mois, 3 mois. Le texte du BOFIP sorti il y a 2 mois s'appuie sur un avis demandé au Conseil d'État qui a été basé sur la loi votée. Cet avis du Conseil d'État, nous vous l'avons transmis. Et donc, le Conseil d'État se prononce sur la loi votée. Moi, je ne connais que la loi votée. Effectivement, en plus, je n'étais pas parti au débat parlementaire à ce moment-là. Mais enfin... Non, mais la clarté des dates, elle est très claire, mais mes équipes vont me donner même la date de... Et je veux bien qu'on me le transmette, alors, parce qu'on ne me l'a pas transmis. Hein. Vous n'avez pas, d'accord. Voilà. Donc, l'avis du Conseil d'État est... Pardon. L'avis du Conseil d'État est effectivement avant la CMP, le vote de la loi, mais sur cette disposition, ça n'a pas été modifié. Alors, donc c'est avant. Oui. Alors, donc, c'est sur la disposition... Enfin, c'est avant.
Le Sénat et la commission mixte paritaire ont refusé l'interprétation que votre prédécesseur, c'est pas vous, votre prédécesseur a voulu donner au texte du Sénat par ce sous-amendement. Et ce sous-amendement a été rejeté. Je vous ai lu l'extrait concernant les marchés réglementés, c'est très clair. Et d'ailleurs, mon homologue du Sénat me l'a confirmé. Attends, on va laisser répondre le ministre, mais sur les deux éléments, il y a là le sous-amendement, et je confirme, que là je viens de le revérifier, que c'est le Conseil d'État avant le vote des modifications de la loi par la CMP. Il n'y en a pas eu après. S'il y a fraude, eh bien, les banques elles-mêmes se sont enrichies. Et est-ce que vous avez une idée, on posera la question tout à l'heure à la Fédération française des banques, de combien annuellement les banques touchent de commissions sur ces montages ? Été voté. Quand il a fait son contrôle sur pièce et sur place, le rapporteur général Jean-François Husson a indiqué, je le cite, que le lobby bancaire avait demandé à Bercy de prévoir des cas de non-application de la retenue à la source. Donc moi, je voudrais savoir quelles ont été ces interventions. Ont-elles pesé dans le choix d'interpréter le dispositif de lutte contre la fraude dans un sens contraire à ce que préconisait l'administration fiscale ? Et comme la FBF, est-ce que vous considérez également qu'il est tout à fait acceptable d'autoriser des exceptions dans la pratique des cum-cum ? Soit et je n'ai pas une réponse certaine, mais cette fraude ayant été débusquée, étant poursuivie par le parquet national financier, si on considère qu'elle se poursuit avec ampleur, c'est que nous avons un problème dans l'attitude de nos banques. Et moi, je ne crois pas que ce soit le cas. Donc je pars du principe que les dirigeants et les conseils d'administration des banques en question, ayant vu ces fraudes dans leurs établissements, ont fait en sorte d'y mettre fin. Mais je comprends que vous allez auditionner la Fédération bancaire française, donc il faut leur demander. Donc je pars du principe que la police étant passée, l'ordre règne. Olivier Marlex, mais il se trouve qu'un article du Monde explique aujourd'hui qu'il y a eu 12 agents de la Direction générale des finances publiques qui se sont suicidés en 6 mois, que 8 autres ont tenté de mettre fin à leur jour, pas mal sur leur lieu de travail. Je sais que demain, vous faites une réunion de travail, c'est annoncé par Le Monde. Je voulais savoir si vous aviez déjà des choses à nous dire sur ces chiffres qui sont assez effrayants. Je crois que chacun en convient. Donc c'est une situation que nous suivons, que je n'estime pas liée à des raisons ni d'organisation, ni de charge de travail, ni de management. Allez-y. On connaît tous les cas individuels, donc il n'y a pas d'enquête à avoir. Et je sais, moi, le détail des cas, et simplement, je ne souhaite pas le partager pour des raisons de pudeur vis-à-vis des personnes. Et dans ces listes de cas que nous connaissons individuellement, je ne décèle pas de lien avec les questions liées à l'organisation ou aux missions de cette direction générale. D'accord. Vous conviendrez quand même que malheureusement, 12 cas plus 6 tentatives en 6 mois, la question puisse être quand même au moins pesée. Juste, ce que dit Le Monde d'une réunion demain à Bercy, c'est exact ou pas là-dessus? C'est ça que je voulais savoir. Oui, il y a une réunion à Bercy. Merci. Encore une fois, c'est un sujet que je suis... Enfin, c'est pas un sujet, c'est une situation que je suis personnellement. Et encore une fois, je me suis entretenu avec la direction.